En ce début d'année, je vais te parler de travail. Et ouais, il y a une citation qui m'a percuté et qui m'a donné l'idée de cet épisode. Sa citation, c'est «Travailler comme si on était immortel». Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Morgan Foster et elle a plusieurs sens. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est explorer dans ce nouvel extrait de mon journal d'un dirigeant l'intérêt du travail. C'est aussi bien sûr pour moi l'occasion de te souhaiter mes meilleurs vœux et, comme on dit, en particulier la santé et encore plus en particulier la santé mentale. Pourquoi j'insiste sur la santé mentale? Parce que je pense vraiment que garder une santé mentale intacte devient, à mes yeux, un vrai avantage concurrentiel, un avantage qui va te permettre déjà de toi de te sentir mieux, bien dans ce monde-là, mais qui va être aussi un moyen d'attirer des collaborateurs dans ton entreprise. Pourquoi? Parce que cette santé mentale, pour moi, elle est de moins en moins courante. On vit dans un monde où il est très facile de perdre le cap, pas parce qu'on est plus fragile qu'avant, moi je pense qu'au contraire, on est plutôt plus développé, plus informé qu'avant, mais parce que on est exposé en permanence à des flux d'informations qui nous tirent vers l'anxiété, l'urgence et la réaction. Et donc, moi, depuis plusieurs années, je ressens par rapport à ça une forme de responsabilité, celle d'être un point de repère un peu stable, un peu lucide pour celles et ceux qui dirigent. Je pense que c'est important dans mon entreprise. J'essaye d'être celui-là, celui que on vient voir quand on a besoin de stabilité. Mais je pense que c'est important aussi pour toi, si tu es dirigeant, si tu es quelqu'un qui décide, c'est-à-dire si tu es un manager, et si tu portes une organisation. Et en fait, ce point de repère que j'espère être, je le suis pas parce que j'aurai des réponses absolument définitives. Je pense que ce qui me permet de revendiquer cette place-là ou d'essayer de la revendiquer, c'est parce que j'ai pris l'habitude de réfléchir lentement à ces sujets. Je suis un peu lent comme garçon, ça a cet avantage-là, et de vivre ces sujets dans mes entreprises et d'en observer les effets dans la durée. Donc le premier constat que je fais régulièrement quand je démarre ces épisodes, c'est que on vit quand même actuellement une forme de chaos et de perte de repères. On a récemment évoqué l'attracteur étrange dans une interview avec Bruno Marion, que je te conseille d'écouter, à propos des théories du chaos. Cet attracteur étrange, quand je le traduis en langage managérial ou entrepreneurial, c'est la vision infinie que tu développes pour ta boîte. La vision infinie qu'il faut développer pour sa boîte, pour moi c'est absolument primordial. On y travaille par exemple en ce moment dans le ciel, dans le cercle des intrapreneurs et des entrepreneurs libérés, parce que pour nous c'est vraiment, vraiment important quand on est en charge d'une équipe ou quand on est en charge d'une entreprise d'avoir vraiment ce cap qu'est la vision infinie. En fait, la vision, ça agit comme un point fixe dans un environnement instable. En effet, je pense que l'environnement est instable et qu'en plus, le chaos qui est réel, notre perception, elle en est amplifiée par les médias sociaux qui vont pousser les extrêmes. On a aussi, dans ces médias sociaux, l'utilisation de plus en plus fréquente d'une IA qui va amplifier la vitesse, la quantité et la fréquence des messages. Et la plupart de ces messages, il faut le dire, ils sont quand même anxiogènes. Le résultat, c'est que toi et tes collaborateurs, vous êtes exposés de manière permanente à des signaux contradictoires, alarmants et rarement hiérarchisés. Et dans ce contexte, c'est vraiment indispensable de garder une bonne santé mentale, mais ça devient un vrai défi. Donc, la vision au niveau de l'entreprise, c'est vraiment l'outil fondamental pour pas se laisser emporter, mais la vision toute seule, elle suffit pas. Elle a besoin d'un terrain d'expression, et en particulier, ce terrain, pour moi, aujourd'hui, c'est le travail. En fait, moi, j'aime bien voir le travail comme un espace de vie. Et c'est pour ça que la phrase «travailler comme si on était immortel» prend son premier sens. C'est ce qui m'a inspiré cette réflexion, c'est cette citation de Morgan Foster, je le disais, qui est «work as if immortal». Et quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que ça signifiait pour moi plusieurs choses très concrètes que je vais développer ici. La première chose, c'est que le travail rend vivant.
La deuxième chose, c'est que le travail, ça me renseigne sur qui je suis. C'est-à-dire que le travail que je fais, c'est vraiment ce qui va déterminer mon identité. Ensuite, le travail, pour qu'il soit effectif et efficace, eh bien, quelque part, il m'oblige à rester sain mentalement. Et ça, c'est vachement important. Et c'est pour ça qu'à un moment, dans le podcast, je t'expliquerai que moi, je travaille sans penser un instant à prendre ma retraite. Je pense d'ailleurs que la notion de retraite est obsolète, en tout cas pour un certain nombre de personnes. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc quand je dis que le travail, ça devient un espace de vie, bah, c'est parce que le travail, c'est un endroit où on crée plutôt que on consomme. C'est un endroit où on avance plutôt qu'un endroit où on est déstabilisé. Et c'est aussi un endroit où on est ce que j'appelle skin in the game, c'est-à-dire un endroit où on voit concrètement l'impact de nos décisions. Et dans un monde chaotique, c'est encore plus indispensable. Moi, les gens qui n'ont pas de travail aujourd'hui, qui sont dans ce monde chaotique et qui sont bombardés par les informations qu'on a en permanence, je n'imagine même pas comment ils peuvent réussir à garder leur santé mentale. Et je pense que pour eux, c'est absolument indispensable, soit de créer leur travail, soit de retrouver du travail. Ensuite, ce que je voulais dire à propos du sujet, c'est qu'avec l'IA, on a une vraie question qui se pose, qui est la perte de sens. Je pense que lorsqu'on nous dit que l'IA va remplacer le travail et que travailler va devenir un privilège, moi je pense que de toute façon c'est déjà le cas, c'est-à-dire que je pense que travailler c'est déjà un privilège aujourd'hui, et évidemment je parle d'un travail intéressant. En fait, si l'IA remplace ton travail, elle va pas seulement te priver d'un revenu, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle va te priver d'un espace structurant, d'un lieu où tu vas exercer ton jugement, ta créativité, ta responsabilité. Donc, le risque lié à l'IA, il n'est pas seulement économique, il est existentiel. Et donc, il y a vraiment un aspect extrêmement important avec l'IA, c'est qu'elle ne doit pas remplacer ton travail, mais elle doit justement permettre que ton travail soit plus intéressant. En fait, tout ce que je pense de l'IA, quasiment, j'aurais pu aussi le dire à propos de la délégation. La délégation, c'est ce qui te permet, c'est-à-dire faire travailler des personnes à tes projets, à tes objectifs, eh bien, c'est ce qui te permet justement de développer un travail intéressant. Quand tu développes à une IA, quand tu délègues pardon à une IA, tu vas déléguer des choses qui ne font pas appel à justement l'humanité de la machine à qui tu délègues. Et donc, ça veut dire que quand tu vas déléguer à un humain, eh bien, de plus en plus, il faudra que tu fasses en sorte que son travail ait un sens. Et ça, c'est très important pour un dirigeant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si le travail disparaît comme espace de sens, alors le chaos gagne encore du terrain. Et ceux qui conserveront un travail choisi, stimulant, porteur de sens, disposeront d'un avantage immense. L'IA, ça ne sera plus ce qui va les asservir, ça va être quelque chose qui va leur permettre d'être encore plus efficaces, créatifs dans leur travail. Et c'est pour ça que je dis oui, le travail de qualité, le bon travail, eh bien, c'est un privilège. Et ce privilège te protège. Je t'ai dit que l'idée de retraite me paraissait dangereuse. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? C'est que quand on commence à voir le travail de la manière que je viens de décrire, eh bien une question va s'imposer naturellement, c'est pourquoi il faudrait se retirer de ce travail un jour. Et récemment, d'ailleurs, j'ai eu plusieurs discussions avec des conseillers en patrimoine, parce que j'ai décidé de confier la gestion de mon patrimoine à des conseillers plutôt que de le faire moi-même, parce que franchement, je pense pas être le mieux placé pour le faire. J'ai pas forcément les outils intellectuels ni l'intérêt suffisant pour la chose pour que ce soit très très efficace. Et donc, je me suis dit, je vais prendre des conseillers en patrimoine. Ce qui m'a marqué, j'ai 57 ans, et donc c'est normal, mais ce qui m'a marqué, c'est que un des premiers sujets qu'ils ont abordé, c'est la retraite. On me demande, moi je demande qu'on gère mon patrimoine, et on me répond, oui, mais quand est-ce que vous allez prendre votre retraite ? Alors je comprends évidemment la logique financière, la retraite, c'est le moment
où on a terminé sa phase d'accumulation d'argent et où on va commencer plutôt à dépenser, puisqu'on n'aura plus de travail, puisque le travail, c'est ce qui nous permet de se développer économiquement. Aussi, quand on parle de la retraite, le sujet d'après, c'est la transmission. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, vous avez de l'argent, et si vous n'arrivez pas à tout dépenser pendant votre vie, eh bien, au moment où vous allez mourir, il va être transmis à vos héritiers, et là, oulala, attention à la fiscalité, etc. C'est-à-dire que on contacte des gens pour justement parler de la gestion de notre patrimoine, parce que moi je me dis que j'ai autre chose à faire que gérer mon patrimoine et que je suis pas le meilleur dans ce domaine-là, mais on parle de ma retraite, et assez vite on parle de ma mort. Et donc en fait je me dis, en fait quand on parle de la retraite, on parle déjà un petit peu de la mort, et le problème c'est que moi j'ai prévu ni l'un ni l'autre, j'ai pas programmé ma mort, et j'ai pas non plus programmé ma retraite. Pourquoi ? Parce que ce truc de la retraite, ça m'a toujours paru un sujet complètement obsolète, et depuis 30 ans, l'âge de 30 ans, c'est-à-dire depuis que je suis chef d'entreprise, je me dis, c'est débile. En fait, c'est débile de travailler comme un âne toute sa vie au moment où on a une pleine santé, et puis au moment où on travaille plus, on va pouvoir en profiter. Le problème, c'est qu'on n'aura peut-être plus la santé. Donc, ce concept de retraite, il m'a toujours paru un peu obsolète. Et la retraite, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire la retraite ? Ça veut dire se retirer, se mettre en retrait, c'est le sens du mot. Donc ça veut dire ralentir, ça veut dire sortir du jeu, et ça me paraît super dangereux. Et je suis pas du tout attiré par ces groupes de retraités qui étaient anciennement des chefs d'entreprise, qui ont toujours un esprit brillants, qui ont été habitués à avoir des idées sur plein de sujets, et le problème c'est que quand ils sont à la retraite, ils continuent à parler de tous ces sujets-là, mais ils ont plus de moyens d'action, et en fait finalement ça les rend pas très heureux. Donc, moi l'idée de la retraite ça me paraît pas terrible, et en plus je crois que ça envoie pas un bon signal à notre corps et à notre esprit. Notre cerveau, en fait, c'est une machine qui évolue en fonction des stimuli qu'elle reçoit. Et donc notre cerveau et notre corps d'ailleurs, enfin notre esprit et notre corps, ils vont se développer en fonction des stimuli que le cerveau leur envoie. Quand on travaille sur des projets de développement, on envoie un signal de vie, on envoie à notre corps, à notre esprit, le fait qu'ils doivent rester vifs, qu'ils doivent rester curieux, qu'ils doivent rester engagés, parce qu'on va avoir besoin de toutes leurs ressources. Je crains que lorsqu'on accepte l'idée que le développement s'arrête, le signal change. On va envoyer un signal de ralentissement intérieur, et finalement, je pense que ça va pas être très bon pour notre santé mentale, c'est le sujet du podcast, et notre santé physique aussi. Et c'est pour ça que je reviens à ma phrase, travaille comme si tu étais immortel. Je pense vraiment qu'on vit parce qu'on a des objectifs, et on vieillit quand on n'a plus besoin d'avoir des objectifs et qu'on n'a plus besoin de croître, et qu'à ce moment-là, le déclin va commencer, le déclin cognitif, physique, relationnel aussi, je le disais tout à l'heure, on devient quelqu'un qui est moins intéressant quand on travaille plus, et personnellement, j'arrive pas à me projeter là-dedans, en tout cas, aujourd'hui, ça me tente vraiment pas beaucoup. Donc, voilà pourquoi je disais tout à l'heure que l'idée de la retraite, je pense qu'elle est obsolète et qu'elle est assez dangereuse. Ensuite, il y a un autre truc qui aussi me marque, c'est que les facteurs de longévité et de santé mentale, ils sont assez simples à identifier, il y en a 5. Le premier facteur donc de longévité et de santé mentale, c'est d'avoir des projets de croissance. Le deuxième, c'est de ne pas être dépendant financièrement, parce que sinon, tes projets, je ne sais pas comment tu vas faire pour les réaliser. En tout cas, c'est plus facile quand on a de l'argent. Le troisième, c'est d'avoir des relations stimulantes. Le quatrième, c'est d'être utile, c'est-à-dire que les gens aient besoin ou envie d'avoir recours à toi. Et évidemment, le cinquième, c'est de préserver sa santé. Et en fait, quand tu regardes cette liste, tu vois que ces facteurs de longévité, c'est aussi les facteurs de bonheur. Franchement, quand tu regardes, avoir des projets de croissance,
ça donne pas mal de dynamisme dans la vie et c'est une source de bonheur. Ne pas être dépendant financièrement, c'est peut-être pas une source de bonheur, mais je dirais que l'être, c'est une source de malheur. Avoir des relations stimulantes, c'est un des trucs les plus importants pour être heureux dans la vie. Être utile aussi, et avoir une bonne santé aussi. Donc finalement, ces 5 caractéristiques, elles sont communes à la longévité, au bonheur, et finalement, ce sont exactement les éléments que l'on retrouve dans un travail épanouissant. Un travail épanouissant, c'est un travail que tu fais parce que ça concerne des projets de croissance. Tu le fais parce que ça te rend indépendant financièrement, et tu peux le faire justement parce que tu as des leviers financiers. Ça te permet d'avoir des relations stimulantes, ça te permet d'être utile, et je pense que ça préserve ta santé. Et en tout cas, ça oblige à préserver ta santé parce que tu as besoin d'être efficace, je le disais tout à l'heure, pour avoir la capacité à faire ce travail. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que chercher à maintenir tout au long de notre vie cette santé, ces relations, ces projets, cette liberté, cette utilité, c'est nécessaire à n'importe quel âge, et ça passe par avoir un travail épanouissant. Ensuite, travailler toute sa vie comme choix de lucidité, eh bien, je pense que c'est là que la phrase « travailler comme si on était immortel » prend son second sens. Quand on regarde des personnes qui ont vécu longtemps, en bonne santé mentale, avec une vraie joie de vivre, on leur trouve un point commun très clair. Elles n'ont jamais cessé de travailler à quelque chose. Alors, je vais te donner un exemple moi, que j'ai trouvé extraordinaire. C'est un exemple qui a été fourni par Warren Buffett. Warren Buffett, tu sais que c'est un des hommes les plus riches du monde, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'il est très âgé et qui continuait à travailler alors que celui-ci avait quasiment atteint 100 ans, régulièrement avec son copain Charlie Munger. Donc, ces deux personnes n'ont jamais pris leur retraite. Et un jour, il y a un jeune, j'ai vu ça dans parce que régulièrement, Buffett fait des conférences et puis il est interrogé par un tas de personnes. Et il y a un jeune, un ado, qui était là dans cette conférence et qui demande à Buffett, votre copain de toujours vient de mourir, et moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous auriez fait tous les deux si Charlie Munger avait eu une journée supplémentaire de vie, s'il avait su qu'il avait une journée supplémentaire de vie, qu'est-ce qu'il aurait fait, Charlie Munger? Et Warren Buffett répond, en fait, cette journée, elle aurait été absolument identique aux autres. Pourquoi? Parce que les journées de Charlie Munger étaient parfaites. Il faisait chaque jour ce qu'il aimait le plus au monde. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était travailler, avoir donc un travail choisi, un travail stimulant et un travail utile. Et la deuxième chose qu'il mentionne aussi dans cet extrait de la conférence, c'est que Charlie Munger a bientôt 100 ans, eh bien, il faisait partie de la liste des personnes au monde avec qui on avait le plus envie de passer un moment. Et dans cette liste, il y a le Dalai Lama, tu vois. Donc, en fait, finalement, ce qui a permis à Munger de vivre aussi vieux et en aussi bonne santé mentale, eh bien, c'est qu'il a toujours eu le même travail et il a continué à avoir le travail qui lui plaisait et que finalement, il était utile aux autres. Et j'ai trouvé cet exemple extraordinaire. Ensuite, par contre, ce que je veux pas laisser, l'impression que je veux pas laisser, c'est de dire que le fait de vieillir n'a pas d'impact sur le travail. Moi, je pense que continuer à travailler toute sa vie, ça veut pas dire avoir la même manière de travailler toute sa vie. Je pense que la différence entre un jeune et un vieux, elle se situe là. Quand on est jeune, on a énormément d'énergie et on récupère beaucoup. Mais quand on est vieux, on a énormément d'expérience et ça évite de gâcher son énergie et de la dépenser à faire des choses qu'on n'a pas besoin de faire parce que notre expérience, si on a bien fait attention à garder
notre esprit vif et à multiplier les expériences, eh bien, elle s'est capitalisée en nous et on a acquis ce que je vais appeler une intuition qu'un jeune n'a pas. Et donc, si on s'est bien organisé au cours de notre vie de travail, on a des leviers bien plus puissants que les leviers qu'on avait quand on était jeune. Quand on est jeune, on a de l'énergie, on peut ne pas dormir, on peut faire des gros compromis avec notre santé. Quand on est âgé, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a pu faire tout ça, et donc c'est bien agréable. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a des leviers beaucoup plus puissants. Ces leviers étant l'argent. L'argent, c'est un levier. Ça permet de déléguer, ça permet de faire des raccourcis, etc. La délégation, c'est-à-dire que notre expérience, notre argent, etc., nous permet de faire travailler d'autres intelligences à notre place. Et donc, ce qui est intéressant quand on prend de l'âge, eh bien, c'est que notre travail, il consiste moins à aller au bout des choses, moins à aller faire les derniers mètres, ceux qui sont plus difficiles, et plus à initier des projets, à réunir des gens pour que ça puisse marcher d'une manière plus efficace. En fait, comment je pourrais appeler ça? C'est que petit à petit, notre travail, il va passer de ce que j'appelle la force à l'impact. Et pour moi, ça se traduit très très concrètement. Je passe de plus en plus de temps à créer, de plus en plus de temps à initier les projets, et j'ai d'autres personnes plus jeunes, plus disponibles, plus énergiques, plus spécialisées aussi, qui vont mener ces projets à terme. Et l'autre chose qui a aussi évolué dans mon travail, c'est que je suis capable de transmettre, d'orienter et d'aider plus efficacement qu'avant, parce que j'ai l'expérience qui m'aide à le faire, et je suis utile donc d'une autre manière. Mon utilité, elle est plus par la production brute d'énergie, elle est plus à travers l'impact que je peux avoir, et franchement, je trouve ça encore plus intéressant. Voilà pourquoi, je le répète, j'ai pas l'intention de prendre ma retraite, j'ai plutôt l'intention d'élargir mon impact. En fait, aujourd'hui, je suis pas en train en permanence d'être insatisfait parce que je n'atteins pas mes objectifs. Ma vie aujourd'hui de travail, elle est pleinement épanouissante et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et mon énergie, elle va être plus d'augmenter encore le plaisir que j'ai. Mon objectif, c'est d'augmenter le plaisir que j'ai dans cette vie que je me suis construite. Voilà. Conclusion, eh bien, oui, je pense que le travail, ça doit être une source de santé mentale. C'est une source de santé mentale. Et quand tu as l'impression que c'est pas le cas pour toi, et quand tu as l'impression que c'est pas le cas pour tes collaborateurs, il faut vraiment que tu te poses des questions. Il faut vraiment que tu fasses table rase du passé et que tu regardes ce qui pourrait dans ton futur exister pour améliorer cette manière de travailler. Ça passe par une vision. Quand un dirigeant cesse d'avoir une vision, il commence à freiner son entreprise. Très souvent, le principal frein, c'est lui. Et donc, ton rôle, c'est pas d'en faire plus, c'est de donner des perspectives, d'avoir un travail, toi, qui te comble pour que ça puisse aussi combler tes collaborateurs. Mon souhait pour cette année, je le répète, c'est peut-être de pouvoir te guider dans cette démarche. On a deux gros, projets. Un projet qui est lancé depuis un moment qui s'appelle le Ciel, le Cercle des intrapreneurs et des entrepreneurs libérés, où on travaille vraiment sur ces notions-là entre dirigeants ou entre cadres dirigeants. N'hésite pas à me faire un mail si tu veux en savoir plus. Et puis, on a notre école des managers qui permet de mettre en place un management qui rend les gens plus efficaces tout en étant respectueux de leur intelligence et en s'appuyant sur leurs points forts. Meilleurs vœux pour cette année. Je souhaite vraiment pouvoir t'accompagner tout au long de cette année. N'hésite pas à réagir en m'envoyant des mails. Pour ça, il suffit que tu t'inscrives au mail privé. C'est le lien qui est juste en dessous. Je te souhaite une excellente semaine et une excellente année 2026. À bientôt. Ciao.